On raconte qu'une nuit d'octobre 1307, le port de La Rochelle s'est vidé d'un murmure. Des coques sombres ont glissé sur l'eau comme des ombres patientes, emportant avec elles non seulement des hommes, mais aussi un secret que la mer n'a jamais leur rendu. La flotte des Templiers, gardienne de richesses et de savoirs inavoués, s'est évanouie dans l'obscurité de l'Atlantique. Depuis, aucun rivage ne les a revendiqués, les chroniques se taisent, les cartes se brouillent et les légendes s'enracinent. Était-ce une fuite, une quête, ou bien une disparition orchestrée, effacée par le temps? Dans le silence des archives et le grondement discret des vagues, persiste une question. Vers quel horizon se sont-ils perdus? La ville dort encore, serrée contre ses remparts, mais le port de La Rochelle s'anime d'un mouvement que nul coq ne devinera. Les voiles, soigneusement pliées dans la journée, se gonflent à présent d'un souffle discret venu de l'océan. Le bois grince non pas sous la plainte du vent, mais sous le poids d'un départ décidé depuis des mois, peut-être des années. Les Templiers, silhouettes noires dans la pénombre, ne prononcent presque pas un mot. Les ordres se donnent par gestes. Un pas, un signe de tête, un cordage qui glisse dans la main d'un marin. Il y a dans l'air une tension étrange, comme si la mer elle-même savait que ce départ ne serait pas un simple voyage. Les quais, éclairés par quelques torches hésitantes, révèlent en des silhouettes encapuchonnées portant des caisses. Les fers des chevaux claquent sur les pavés à l'arrière, là où des chariots déchargent un dernier lot de marchandises. Personne ne se risque à ouvrir ces caisses. On les transporte avec la même précaution qu'on réserverait à des reliques. Elles pourraient en contenir de l'or ou des manuscrits interdits ou quelque chose que seul le grand maître connaît. Depuis la veille, des messagers discrets ont circulé dans la ville. Certains pêcheurs ont reçu la consigne de rester à quai le lendemain. D'autres, plus curieux, ont été écartés avec politesse mais fermeté. À cette heure, la plupart des habitants dorment encore, ignorant que le port, demain, sera vide d'une part de son âme. Ce n'est pas une fuite précipitée, c'est une retraite méthodique, presque cérémonielle. Les Templiers savent que le filet se resserre. Le roi Philippe le Bel, impatient et endetté, a déjà signé leur arrêt. Les arrestations massives sont prévues pour l'aube du vendredi 13 octobre 1307. Mais ici, à La Rochelle, le vent de l'Atlantique souffle plus vite que les messagers royaux. Le grand maître Jacques de Molay n'est peut-être pas présent, mais son influence est partout. Chaque geste des hommes, chaque manœuvre, porte la marque d'un plan longuement mûri. Les navires délai sont prêts depuis des semaines. Les coques ont été goudronnées, les mâts inspectés, les vivres embarqués. Les capitaines connaissent leur route, ou du moins les premiers jalons de celle-ci. Car tous ne savent pas la destination finale. Plus le secret est compartimenté, plus il est sûr. On raconte que 12 à 18 navires, galères et nefs, patientent dans la rade, certaines déjà au large, invisibles dans l'obscurité. Les marins sont, pour la plupart, des hommes de confiance, habitués aux voyages longs et périlleux. Certains viennent du Portugal, d'autres de Gascogne ou de Bretagne. Les langues se mêlent, mais ce soir, elles se taisent. Les ordres passent en silence. Un marin se penche pour détacher la dernière haussière. Un autre, les mains couvertes de sel et de goudron, resserre le nœud d'une voile. La lune est haute, mais voilée par des nuages qui glissent rapidement. Parfois, un rayon se pose sur la surface noire de l'eau, révélant un instant la ligne fine de l'horizon. C'est vers cet horizon que se tournent certains chevaliers. Leur regard ne trahit pas la peur, mais une gravité silencieuse, comme s'ils savaient qu'ils franchissent la frontière entre l'histoire et la légende. Un témoin invisible, posté sur les hauteurs, verrait un balai précis. Les navires quittant tour à tour le quai, poussés par les longues perches, dérivant doucement jusqu'à ce que le vent prenne le relais. Pas de clameur d'adieu, pas de fanfare. Juste le bruit du bois, de l'eau et des cordes. Parmi les marchandises embarquées, certaines caisses portent des seaux aux croix pâtées. D'autres sont anonymes, recouvertes de toile. Il est possible que certaines contiennent des armes, d'autres des vivres, d'autres encore des objets dont la valeur n'est pas monétaire. Les archives de l'ordre peut-être, des cartes incomplètes, dessinées à la main, dont les contours ne correspondent pas au rivage connu. Des reliques rapportées de Jérusalem, enveloppées de tissus usés. Et, selon certaines rumeurs plus anciennes encore, un objet dont la description se perd dans des légendes, un artefact lié au temple de Salomon. Les hommes savent qu'ils ne pourront pas revenir de sitôt. Chaque navire a été équipé pour plusieurs mois de navigation. Les tonneaux d'eau douce, de vin et de sel sont soigneusement arrimés. Les sacs de farine, les salaisons, les fèves sèches sont répartis de façon à équilibrer la charge. Les forgerons ont chargé des outils, les charpentiers des pièces de bois de rechange. Tout a été pensé pour survivre loin de tout port ami.
Sur le quai, une dernière lanterne s'éteint. Le noir engloutit les visages. Il ne reste que les silhouettes des mâts, se balançant dans l'ombre. La marée monte, portant les navires vers le large. Derrière eux, la ville reste figée, comme si elle n'avait jamais abrité ses hommes. Demain, au lever du soleil, il ne restera que le vide et quelques traces dans la boue. Les témoins qui verront ce vide sauront que quelque chose a eu lieu, mais ils ne pourront pas dire quoi. Au large, la houle se lève. Les navires prennent leur rythme, avançant d'abord lentement, puis plus vite à mesure que le vent se renforce. Les côtes s'éloignent, la ligne des remparts disparaît. Le capitaine d'un des navires se signe, non par superstition, mais comme pour sceller un pacte avec la mer. Le froid pénètre déjà les doigts. Des marins, mais personne ne se plaint. Le bruit régulier de la coque fend l'eau comme un battement de cœur obstiné. Plus loin, vers le nord-ouest, les étoiles se dévoilent à travers les nuages. Les navigateurs les scrutent avec attention. Les Templiers ne comptent pas seulement sur les cartes, mais aussi sur ces constellations qu'ils connaissent depuis leur campagne en Méditerranée et en Terre Sainte. Chaque étoile est un repère, chaque ombre un avertissement. Dans la cale, certains hommes dorment déjà, roulés dans des couvertures épaisses. D'autres prient, agenouillés devant une petite croix en bois. Le bruit des vagues devient leur seule musique. Aucun ne sait vraiment quand ils reverront la terre. Certains espèrent atteindre un port sûr en Bretagne ou au Portugal. D'autres murmurent souvent qu'ils vont plus loin, vers une destination que seuls quelques initiés connaissent. Une terre promise qui ne figure sur aucune carte officielle. L'air se charge d'embrun. La Rochelle n'est plus qu'un souvenir sombre derrière eux. Devant, il n'y a que l'inconnu et la conviction partagée que ce départ est nécessaire, quel qu'en soit le prix. Ce voyage commence dans le silence et c'est dans ce même silence qu'il va se poursuivre jusqu'à disparaître au-delà de toute trace. Le lendemain, lorsque le roi enverra ses hommes pour saisir la flotte, il ne trouvera que la mer vide, indifférente et éternelle. Et quelque part au-delà de l'horizon, les voiles blanches se perdent déjà dans la nuit. L'année 1307 s'ouvre sur un royaume inquiet. Les guerres récentes ont épuisé les caisses, les récoltes sont incertaines et l'air semble saturé de méfiance. Depuis Paris, Philippe IV, que l'on appellera plus tard Philippe le Bel, observe avec froideur la plus puissante organisation militaire et financière d'Occident, l'Ordre du Temple. Ce réseau né de la ferveur des croisades s'est étendu bien au-delà des frontières du royaume. Ses commanderies parsèment l'Europe, ses coffres abritent donc les fortunes de rois et de princes, et ses chevaliers obéissent à un maître qui ne rend compte qu'au pape. Aux yeux du roi, cette indépendance est une menace. Aux yeux de ses créanciers, c'est une forteresse imprenable. Les Templiers ne sont pas seulement des moines soldats, ils sont banquiers, diplomates, bâtisseurs, navigateurs, ils possèdent des ports, des navires, des terres, des moulins, des marchés. Leurs sceaux circulent sur des lettres de crédit qui peuvent défranchir les mers plus sûrement que les hommes. Et dans le silence de leurs archives s'empilent des secrets financiers et politiques que peu oseraient le consulter. Le Temple, à cette époque, vit encore sur le souvenir des croisades perdues. Saint-Jean d'Acre, dernier bastion chrétien en Terre Sainte, est tombé en 1291. Les chevaliers revenus d'Orient portent dans leurs regards les flammes d'une défaite, mais aussi l'expérience de décennies de guerre. Ils savent que le monde a changé. Jérusalem n'est plus à portée, les routes vers l'Orient sont désormais verrouillées, et l'ordre doit trouver une nouvelle raison d'exister. Certains prônent un repli vers l'Europe et ses missions de protection. D'autres, plus secrets, parlent de terres lointaines, d'océans encore mal connus. C'est dans ce climat incertain que Philippe le Bel tend son piège. Il connaît les dettes qu'il a contractées auprès de l'ordre. Il sait aussi qu'un procès spectaculaire pourrait effacer ses dettes et briser un pouvoir qui rivalise avec le sien. La rumeur commence à circuler dans les couloirs. Les Templiers seraient incoupables d'hérésie, de rites impies, de reniement de la croix. Les accusations sont vagues, mais elles sont répétées par des voix bien placées. Peu importe leur véracité, dans l'opinion, la simple idée suffit à entacher la réputation de l'ordre. À Paris, le roi consulte ses conseillers, mais la décision est déjà prise. Le vendredi 13 octobre 307, à l'aube, tous les Templiers du royaume doivent être arrêtés simultanément. C'est un coup de filet préparé avec minutie. Lettres scellées envoyées à chaque bailli, instructions strictes de saisir les biens, de confisquer les archives, d'emprisonner les chevaliers. Mais ce plan, malgré son secret, n'échappe pas à certaines oreilles. Les réseaux du Temple sont anciens et profonds. Un mot discret envoyé à la bonne personne peut traverser des lieux sans que le roi s'en doute. À La Rochelle, au siège maritime de l'ordre, l'information arrive comme une vague froide. Les dignitaires savent
qu'ils n'ont que quelques jours, peut-être moins, pour décider. Résister serait inutile, le roi a l'armée et la justice de son côté. Se retrancher dans une commanderie serait s'enfermer dans un piège. Alors, il reste la mer, les ports, les navires, les capitaines loyaux. C'est là que se trouve leur ultime échappatoire. Dans les salles de pierre, où l'odeur du sel se mêle à celle de la cire, les cartes sont déroulées. Des noms de portants se chuchotent, Lisbonne, Flessingue, Galway, mais d'autres noms, plus rares, apparaissent sur des parchemins plus anciens. Ports oubliés, îles à peine notées, escales mentionnées seulement dans les journaux de bord des voyages les plus audacieux. Les dignitaires savent que le salut ne viendra pas de la proximité, mais de l'éloignement. La survie se cache là où la main du roi ne pourra pas atteindre. Les chevaliers, pourtant entraînés à la guerre, ne préparent pas de bataille terrestre. Les armes embarquées ne sont pas destinées à affronter des armées régulières, mais à dissuader les pirates, à tenir un passage, à défendre une escale lointaine. Les coffres qu'ils emportent ne sont pas remplis seulement d'or. On y trouve des titres de propriété, des documents scellés, des registres comptables, parfois codés, qui témoignent de siècles de transactions. Ces documents ont peut-être plus de valeur encore que les richesses matérielles car ils sont la mémoire et la preuve du pouvoir du temple. Dans le reste du royaume, l'ordre commence à se figer. Les commanderies fiandolari fermant leurs portes, les chevaliers attendent quand des ordres qui ne viennent pas. Certains ne savent pas encore que le filet se resserre. D'autres, soupçonnant la trahison, brûlent pour des papiers, cachent des reliques. Mais pour la flotte, à La Rochelle, l'ordre est clair. Appareillé avant que le soleil ne se lève sur le jour choisi par le roi. Dans ce contexte tendu, les relations entre le temple et l'Église se compliquent. Officiellement, les Templiers dépendent directement du pape Clément V. Mais ce pape, installé à Avignon sous la pression du roi, marche sur une ligne étroite. Trop soutenir l'ordre, c'est défier Philippe. Le condamner, c'est trahir l'institution qu'il est censé protéger. Ces hésitations jouent en faveur du roi. Chaque jour gagné par la lenteur pontificale est un jour que le roi met à profit pour renforcer son accusation. Les Templiers, eux, savent lire les signes. Ils comprennent que les appuis politiques s'effritent, que les alliances tissées au fil des décennies ne résisteront pas à la peur. L'isolement est désormais total. Dans les tavernes, les murmures changent de ton. On parle moins de bravoure et plus d'hérésie. Les symboles du temple, jadis gage de protection, inspirent désormais la méfiance. C'est dans cette atmosphère que se prépare le départ. La Rochelle devient une ruche silencieuse. Pas d'agitation publique, pas de rassemblement visible, mais une série d'actions précises, coordonnées. Les navires sont inspectés de nuit, les cargaisons déplacées à l'abri des regards. Les hommes de confiance circulent entre les entrepôts et le quai, apportant des messages, transmettant des ordres. Chacun sait que l'échec signifierait la capture, et la capture, l'interrogatoire et la torture. Au-delà des murs du port, le royaume continue de vivre comme si de rien n'était. Les marchés ouvrent, les paysans vendent leurs récoltes, les cloches sonnent les offices. Mais dans l'ombre, un jeu d'échecs se joue entre un roi décidé à écraser un ordre qu'il ne contrôle pas et une fraternité qui, depuis 2 siècles, a bâti sa puissance sur la discrétion et l'efficacité. La mer, cette nuit-là, devient un refuge potentiel. Les chevaliers qui se tiennent sur le quai savent qu'ils n'ont plus qu'un choix, disparaître. Et disparaître si bien que ni le roi, ni ses hommes, ni même les rumeurs ne puissent avant les rattraper. L'ordre cerné sur terre va tenter de renaître sur l'océan. La suite de leur histoire commencera dans le fracas feutré des vagues contre la coque, dans la lumière faible des étoiles qui guident les navigateurs et dans le secret de routes que nul ennemi ne pourra retracer entièrement. Pont sama etroesam. Ils attendaient, rangés comme des sentinelles patientes, dans la rade de La Rochelle. Leurs coques, sombres et massives, semblaient absorber la faible lumière des torches du quai. Ces navires, que l'histoire ne nommera jamais tous, étaient l'ultime force maritime de l'ordre du Temple. Construits pour durer, conçus pour affronter les mers les plus capricieuses, ils étaient à la fois outils de guerre, instruments de commerce et vecteurs d'exil. Chaque nef et chaque galère portaient dans ses planches des histoires silencieuses. Certaines avaient transporté des pèlerins vers Acre, d'autres avaient ramené des cargaisons d'épices, de tissus et de reliques depuis Chypre ou Alexandrie. Elles avaient survécu aux coups de vent de l'Atlantique et aux eaux chaudes de la Méditerranée. Leurs charpentiers, souvent eux-mêmes liés au temple, avaient appris à marier la robustesse du chêne du nord aux qualités maritimes du pin et du sapin du sud. Les nefs, larges et profondes, servirent au transport de lourdes cargaisons.
vivres, matériaux, coffres et caisses scellées. Elles offraient une capacité d'emport immense, mais exigeaient un équipage nombreux. Les galères, plus fines, longues et basses, se déplaçaient grâce à leurs voiles latines et à la force des rameurs. Leur rapidité permettait de relier vite deux ports ou de fuir un danger. Ensemble, ces deux types d'embarcations formaient un équilibre stratégique, puissance logistique et manœuvrabilité. Les Templiers connaissaient âme la mer. Depuis des décennies, ils avaient établi des routes maritimes sûres entre leurs possessions. De Chypre à Marseille, de Lisbonne à Londres, de La Rochelle jusqu'aux îles plus lointaines, ils avaient accumulé une expérience que peu de marins pouvaient revendiquer. Leur flotte n'était pas la plus grande d'Europe, mais elle était l'une des plus disciplinées et, surtout, l'une des plus indépendantes. Aucun port royal n'en contrôlait totalement l'accès et plusieurs navires appartenaient de façon collective aux commanderies. Cette indépendance se reflétait dans la composition des équipages. Si certains étaient des frères sergents formés au combat, d'autres étaient des marins civils engagés pour leurs compétences, parfois pour un voyage, parfois pour des années. Les origines se mélangeaient, basques, bretons, portugais, génois. Le pont d'un navire templier était un lieu où les langues s'entrechoquaient, mais où la discipline imposait un langage universel, celui des gestes, des cordages, des voiles. À bord, chaque recoin avait une fonction. La calebasse accueillait les vivres, tonneaux d'eau douce et de vin, sacs de céréales, salaisons, pois secs, huile et fromage durci. Plus haut, un espace clos et surveillé servait au stockage des caisses précieuses. Ces dernières pouvaient contenir des métaux, des pierres, des documents scellés ou des reliques. Les cabines, rares et exiguës, étaient réservées aux officiers et aux chevaliers. La majorité des hommes dormaient à même le pont, sous des toiles tendues, ou dans les espaces étroits près de la proue et de la poupe. La flotte templière disposait également d'un savoir rare pour l'époque, l'art de maintenir un navire opérationnel sur de longues distances. Des charpentiers de marine et des forgerons faisaient partie de l'équipage, capables de réparer un mât brisé ou de reforger un fer de gouvernail. Les calfatages étaient inspectés régulièrement et les coques étaient protégées par des couches de pois et de résine. Cette préparation minutieuse expliquait pourquoi ces navires pouvaient s'éloigner des routes traditionnelles sans craindre un retour impossible. Leur équipement de navigation, bien que rudimentaire aux yeux modernes, était d'une précision redoutable pour l'époque. Astrolabe, boussole rudimentaire, carte marine dessinée à la main et héritée des générations précédentes, tout cela se trouvait à bord. Les navigateurs savaient lire les étoiles, repérer les variations de couleur et de texture de l'eau, sentir le changement dans la direction du vent bien avant que la tempête ne se montre. Ces navires n'étaient pas seulement des outils aquatechniques, ils portaient aussi un symbole. Aux yeux des Templiers, la mer représentait la liberté ultime, un espace où ni roi ni pape ne pouvait imposer sa loi immédiatement. Chaque voile hissé, chaque manœuvre réussie était une affirmation silencieuse de leur autonomie. C'est cette autonomie qui allait leur offrir peut-être une dernière chance d'échapper au filet tendu par Philippe le Bel. Les préparatifs de leur départ se firent dans un silence orchestré. Les navires furent approvisionnés par petites cargaisons pour éviter de susciter l'attention. Les marins locaux, habitués à voir l'activité du port, ne remarquèrent rien d'inhabituel, ou s'ils remarquèrent, ils gardèrent le silence. Certains avaient déjà bénéficié de la protection du temple contre les pirates ou les créanciers. D'autres avaient travaillé pour l'ordre et savaient que la loyauté, ici, se payait de discrétion. La nuit venue, ces vaisseaux semblaient presque vivants. Les cordages vibraient sous le vent, les voiles frémissaient comme des ailes prêtes à se déployer. Les silhouettes des chevaliers et des marins se découpaient sur les lanternes suspendues, créant un tableau mouvant de lumière et d'ombre. De loin, depuis les remparts, un observateur aurait vu des masses noires glissant lentement vers l'ouest, s'effaçant dans la mer comme des fantômes. Il n'est pas impossible que certains de ces navires aient été modifiés pour le voyage à venir. On raconte que certains possédaient des doubles fonds ou des compartiments cachés conçus pour dissimuler des marchandises ou des passagers. D'autres auraient emporté des barques démontables, permettant d'accoster sur des rivages inconnus sans risquer le navire principal. Ces détails ne figurent sur aucun registre, mais ils circulent dans les récits des marins et dans les archives éparses qui ont survécu. À l'instant où la flotte leva l'ancre, la mer était relativement calme. Mais chacun à bord savait que la traversée ne serait pas sans danger. Les tempêtes d'automne pouvaient surgir en quelques heures. Les bancs de sable, les courants imprévisibles, les côtes hostiles représentaient autant de menaces. Pourtant, cette nuit-là,
le vent leur fut favorable, comme si l'océan, complice silencieux, leur ouvrait un passage. Les visages sur le pont ne trahissaient ni joie ni panique. C'était un mélange de concentration et de détermination, le regard fixé vers un point invisible au-delà de l'horizon. Ces hommes savaient qu'ils ne naviguaient en banco pas seulement pour échapper à une arrestation, mais pour préserver quelque chose de plus vaste, un savoir, une richesse, un héritage qui devait survivre à la chute de l'ordre. De cette flotte, aucune liste complète ne subsiste. Les archives officielles du temple ont été détruites ou perdues. Les chroniques royales restent muettes sur le détail des navires partis cette nuit-là. Ce silence contribue à la légende. Les navires fantômes des Templiers ne furent jamais revus dans un port connu du royaume de France. Certains affirment qu'ils gagnèrent sur des rivages amis, comme le Portugal ou l'Écosse. D'autres vont plus loin, évoquant une traversée vers des terres inconnues, bien avant les grands voyages d'exploration. Ce qui demeure certain, c'est que ces navires étaient incapables de disparaître et que leurs équipages maîtrisaient l'art de naviguer hors des regards. Dans un monde où l'information voyageait lentement, quelques jours d'avance pouvaient suffire à effacer toute trace. Les flots, vastes et imprévisibles, devenaient alors un voile protecteur. Ainsi, dans le noir profond de cette nuit d'octobre, la flotte templière glissa hors de l'histoire visible pour entrer dans la zone trouble des hypothèses et des murmures. Les voiles, gonflées par le vent, semblaient emporter avec elles le poids de siècles de croisades, de batailles et de secrets. Et derrière elles, sur le quai déserté, ne restaient que les empreintes de pas dans la boue, bientôt effacées par la marée montante. Les cartes dépliées dans les salles de commandement des Templiers n'étaient jamais de simples reproductions de côtes et de mers. Elles étaient à la fois archives, journaux de voyage et instruments stratégiques. Chaque trait tracé à l'encre, chaque note marginale, chaque symbole crypté portait le souvenir d'un itinéraire déjà parcouru ou d'un chemin seulement pressenti. Pour les hommes de mer de l'ordre, la route n'était jamais un chemin figé, mais une succession de possibles, un réseau invisible reliant ports amis, abris discrets et détours imposés par la politique autant que par le vent. Au début du XIVe siècle, les voies maritimes de l'Europe occidentale étaient relativement bien connues. Les Templiers avaient pour habitude de longer les côtes de l'Aquitaine ou de remonter vers la Bretagne avant de bifurquer vers la Manche, où leurs navires faisaient halte dans des ports tels que Flessing ou Londres. Plus au sud, les routes vers la péninsule ibérique les menant à Lisbonne ou à Porto, escale sûre dans un royaume où l'ordre bénéficiait de solides alliances. Ces routes, fréquentées, offrèrent des points de ravitaillement fiables, mais elles étaient aussi surveillées. Dans les jours suivant l'ordre d'arrestation de Philippe le Bel, tout port loyal au roi devenait un piège potentiel. C'est pourquoi les routes officielles, tracées sur les cartes connues de tous, ne suffisaient pas. L'ordre possédait d'autres itinéraires, parfois notés sur des cartes spéciales conservées dans les archives de certaines commanderies maritimes. Ces routes cachées, reposément sur des connaissances accumulées au fil des siècles. Courants marins saisonniers, caps méconnus, mouillages à l'abri des regards. Certains de ces mouillages n'étaient pas de véritables ports, mais des criques isolées, des embouchures de fleuves où l'on pouvait se dissimuler quelques jours pour attendre un changement de vent ou éviter une patrouille. Les Templiers savaient également naviguer hors des routes habituelles en se fiant aux étoiles et à la lecture des signes marins, la couleur de l'eau, la forme des vagues, la présence d'oiseaux migrateurs. Ces savoirs transmis par des marins arabes, byzantins et méditerranéens au fil des croisades leur donnaient un avantage sur beaucoup d'autres équipages européens. Ils pouvaient au besoin se tenir loin des côtes pendant des jours, évitant toute rencontre imprévue. Il existait aussi des routes miroirs, itinéraires officiels connus des partenaires commerciaux, mais qui masquaient un détour discret vers une destination cachée. Par exemple, un navire pouvait appareiller ostensiblement pour Lisbonne, tout en prévoyant de rejoindre, après quelques jours en mer, un point de rendez-vous au large des Açores. De là, il pouvait soit poursuivre vers l'ouest, soit redescendre vers Madère ou les Canaries, encore peu connues des puissances européennes. L'Atlantique, dans son immensité, offrait des promesses et des menaces. Les marins savaient qu'au-delà d'un certain point, il n'existait plus de repères terrestres pendant des semaines, mais ils connaissaient aussi l'existence de grandes îles lointaines, mentionnées dans des récits anciens. Antilia, l'île des 7 cités, ou encore des terres entrevues par des pêcheurs basques ou bretons ayant dérivé trop loin. Ces histoires, souvent rejetées comme légendes, circulaient pourtant dans les conversations discrètes des ports.
Pour des hommes en fuite, elles pouvaient devenir des pistes à explorer. Le Sud offrait d'autres possibilités. En suivant la côte africaine au-delà du détroit de Gibraltar, il était possible de gagner des ports commerçants en territoire mort, avec lesquels les Templiers avaient parfois conclu des accords tacites. Ces relations, héritées du pragmatisme des croisades, permettaient des échanges dans des zones où la présence chrétienne officielle était rare. Les routes menant vers les Canaries ou le Cap Bojador étaient bien connues de certains navigateurs génois et majorquins, et il n'est pas exclu que les Templiers aient eu accès à leurs informations. Au nord, l'option écossaise se dessinait comme une échappatoire plausible. Les liens entre l'ordre et certains clans écossais, hostiles à l'influence anglaise, étaient anciens. Une traversée depuis La Rochelle vers les côtes d'Irlande ou d'Écosse, en longeant les côtes de Bretagne et de Cornouailles, pouvait se faire en quelques semaines si les vents étaient favorables. Mais cette route exigeait de franchir la Manche et ses courants traîtres, ainsi que d'éviter les navires anglais susceptibles d'intercepter tout bâtiment suspect. Les cartes connues et les routes publiques n'étaient donc qu'une façade. Derrière elles se cachait une géographie secrète, faite de signaux convenus, de mouillages codés, de noms de lieux qui ne figuraient sur aucun parchemin officiel. Les marins templiers pouvaient reconnaître un cap précis à la forme de ses falaises, identifier une baie sûre grâce à la couleur particulière de son sable ou à l'odeur de certaines plantes poussant sur ses rives. Ces détails, invisibles aux yeux d'un étranger, formaient un langage propre à ceux qui avaient passé leur vie à naviguer sous la bannière du Temple. Il est possible que certaines routes aient été tracées non pour rejoindre un port, mais pour semer toute poursuite. Un navire pouvait par exemple prendre le large vers l'ouest, disparaître de la vue des côtes françaises, puis revenir discrètement vers le sud quelques jours plus tard pour se glisser dans un port allié. Cette stratégie, coûteuse en vivres et en énergie, permettait de brouiller les pistes et de faire croire à un départ lointain alors que la destination réelle restait proche. Dans les archives fragmentaires qui nous restent, on trouve parfois mention de route blanche ou route noire. Les premières désignaient probablement les itinéraires sûrs, balisés par des alliés. Les secondes étaient des chemins risqués, rarement empruntés, où les vents et les courants pouvaient piéger un navire. Choisir l'une ou l'autre relevait de la stratégie autant que de la nécessité. Les routes cachées ne se limitaient pas aux espaces maritimes. Elles s'appuyaient aussi sur des relais terrestres. Certains ports n'étaient que des points d'entrée vers des réseaux de transport fluvial ou routier, permettant de déplacer discrètement des biens et des hommes vers l'intérieur des terres. Ainsi, un navire arrivant dans un petit port breton pouvait rapidement décharger ses caisses vers une abbaye amie, ou les faire acheminer par chariot vers une autre côte, prête à accueillir un nouveau départ. En cet automne 307, toutes ces options se superposaient comme les couches d'une carte invisible. Les dignitaires de l'ordre devaient les choisir vite, mais ils savaient que leur force résidait dans la souplesse. Un seul itinéraire rigide les aurait condamnés. Plusieurs routes possibles leur offraient une chance de brouiller totalement les traces. Lorsque la flotte quitta La Rochelle, nul à terre ne put dire avec certitude quelle direction elle prendrait. Les voiles se perdaient rapidement dans la nuit et les premiers changements de cap pouvaient un peu se faire hors de portée des guetteurs. Ainsi, les routes connues devenaient leur masque et les routes cachées, leur véritable chemin vers l'inconnu. Les quais de La Rochelle, en cette nuit d'octobre 1307, n'étaient pas vides. Quelques silhouettes, immobiles dans l'ombre des entrepôts ou dissimulées derrière les mâts immobiles des bateaux de pêche, observaient. Ce n'étaient ni espions du roi, ni soldats en maraude, mais des habitants ordinaires, retenus par la curiosité ou le hasard. Leur rôle dans l'histoire ne serait jamais consigné dans les archives, mais leur mémoire garderait, des années durant, l'éclat fugitif de cette nuit où la flotte du Temple disparut. Il y avait d'abord les pêcheurs qui, de retour d'une sortie tardive, avaient aperçu les mouvements inhabituels sur les quais. Leur vie entière se mesurait au rythme des marées, et rien d'ordinaire ne leur échappait dans ce port qu'ils connaissaient comme la paume de leurs mains. Ils avaient vu les silhouettes encapuchonnées, les caisses quand elles chargeaient sans bruit, les gestes précis qui trahissaient une opération bien préparée. Certains avaient remarqué que les voiles étaient prêtes à être hissées, comme si chaque navire n'attendait qu'un signal invisible. Plus près des murailles, des gardes de la ville accomplissaient leur ronde. Ils connaissaient le prestige et la puissance de l'ordre, mais ils n'étaient pas là pour le surveiller. Leur mission cette nuit-là consistait à maintenir la tranquillité dans les rues étroites, où le silence était seulement rompu par les pas feutrés et le craquement du bois sous les charges.
Certains d'entre eux, intrigués, avaient ralenti leur marche à la vue des chevaliers portant des ballots trop lourds pour être du simple ravitaillement. Mais aucun n'avait osé poser de questions, l'autorité templière, même vacillante, inspirait encore un respect instinctif. Il y avait aussi les femmes qui vivaient près du port, habituées à guetter le retour des hommes et des fils partis en mer. Elles savaient n'en reconnaître dans la lumière vacillante des lanternes la silhouette d'un capitaine, la posture d'un marin. Cette nuit-là, elles avaient remarqué des visages inhabituels, des hommes venus d'ailleurs. Les accents qu'elles surprenaient dansant dans l'air portaient dans l'unité des sonorités étrangères, portugaises, basques, flamandes, preuve que l'ordre avait convoqué ses alliés de loin. Les enfants, eux, étaient les témoins les plus discrets. Cachés derrière des barriques ou des charrettes, ils observaient sans comprendre l'ampleur de ce qui se jouait. Ils voyaient seulement une agitation nocturne inhabituelle, des hommes armés et silencieux, des chevaux qui piaffaient avant de repartir au galop, tirant des chariots à demi recouverts de toile. Pour eux, c'était une scène intrigante, un secret de grande personne. Plus tard, devenus adultes, certains jureraient avoir vu partir les navires d'or des Templiers, sans savoir si leur mémoire avait amplifié ce qu'ils avaient réellement perçu. Sur les hauteurs qui dominaient le port, d'autres observateurs regardaient la rade avec plus d'intention. Certains appartenaient aux familles marchandes de la ville, conscientes que tout mouvement du temple pouvait avoir des conséquences sur leurs propres affaires. Pour eux, ce départ nocturne était un signe. L'ordre se repliait, et avec lui disparaissaient peut-être des dettes, des contrats, des alliances. Ils ne voyaient pas seulement des voiles s'éloigner, mais un équilibre économique se rompre. Les témoins les plus discrets étaient peut-être les marins étrangers stationnés à La Rochelle, en attente d'un chargement ou d'un nouveau voyage. Certains, originaires de Flandre ou d'Angleterre, connaissaient la réputation des Templiers et comprenaient que ce départ nocturne n'était pas un simple changement de port, mais leur prudence les retenait de poser des questions. Dans les tavernes, on apprenait vite qu'il y avait des conversations qui ne valaient pas la peine d'être menées. Tous ces regards, pourtant, avaient un point commun. Ils observaient un temps sans intervenir. Dans le port, nul cri ne dénonça le départ, nul messager ne courut prévenir les autorités royales à temps. Était-ce par peur, par respect ou par un accord tacite? Peut-être un peu des trois. Le temple avait protégé la ville contre les menaces extérieures, apporté richesse et commerce, payé ses marins et entretenu ses quais. Il avait aussi inspiré une forme de crainte mêlée de fascination. En cette nuit d'octobre, les habitants semblaient reconnaître que ce qui se déroulait devant leurs yeux ne les concernait pas directement, ou qu'il valait mieux en décider ainsi. Le port lui-même semblait conspirer au silence. La houle était faible, le clapotis de l'eau contre les coques absorbait les sons. Les ordres se donnèrent à voix basse, mais le vent portait parfois un mot isolé, un nom de lieu, un chiffre. Un pêcheur, des années plus tard, se souvenait avoir entendu un capitaine prononcer le nom d'une île qu'il n'avait jamais vue sur aucune carte. Un autre racontait avoir aperçu, à la lueur d'une torche, une carte roulée soigneusement glissée dans un tube de cuir, confiée à un marin d'allure étrangère. Certains témoins, plus attentifs, remarquèrent que tous les navires ne quittaient pas le port en même temps. Les départs étaient espacés, presque chorégraphiés, comme pour éviter d'attirer l'attention sur un convoi trop visible. Entre chaque appareillage, un intervalle de silence laissait place au mouvement discret des embarcations. Les voiles restaient partiellement repliées jusqu'à ce que les navires soient hors de vue des quais, où elles se déployaient alors pleinement. Les marins du temple ne se comportaient pas comme des hommes en fuite paniquée, mais comme ceux qui suivent un plan établi de longue date. Ce détail, relevé par plusieurs observateurs, frappa les mémoires. On eût dit qu'ils savaient exactement où aller, et que chaque minute avait déjà été prévue. Les témoins, eux, se contentaient de regarder comme s'ils assistaient à une scène dont la signification leur échappait, mais dont ils percevaient l'importance. Lorsque le dernier navire disparut derrière la ligne sombre de l'horizon, le port retrouva son calme. Les lanternes furent éteintes, les quais désertés. Les rares témoins regagnèrent leur maison, emportant avec eux des images qui, pour certaines, entraînera leurs rêves. Au matin, ils sauraient que ce qu'ils avaient dit vu ne pourrait pas être raconté sans attirer des questions, peut-être dangereuses. Alors, comme les pierres des remparts, ils gardèrent le silence. Les jours suivants, lorsque les hommes du roi vinrent enquêter, certains habitants jurèrent interrogés plus sévèrement, se contentèrent de dire qu'ils avaient aperçu des voiles dans la nuit, sans pouvoir préciser si elles portaient longtemps la croix pâtée.
Ainsi, les témoins de la dernière apparition publique de la flotte templière restèrent, volontairement ou non, des témoins muets. Et ce silence collectif, entretenu au fil des jours, allait devenir l'un des voiles les plus impénétrables de la disparition des navires. Ceux qui avaient une vue choisirent de taire. Ceux qui n'avaient pas vue préféraient ne pas savoir. Dans cette retenue, volontaire ou imposée, se trouvait peut-être la clé de la survie des secrets emportés au large. Les caisses embarquées cette nuit-là à La Rochelle portaient tout le poids d'un mystère. On les soulevait avec précaution, parfois à 4 hommes, sans jamais les ouvrir sur le quai. Elles étaient en tête faites de bois épais, cerclées de fer, certaines recouvertes de toiles goudronnées pour les protéger de l'humidité. Aucun marin ne posait de questions sur leur contenu, ce silence faisait partie de la discipline de l'ordre. Mais dans l'ombre des lanternes, chaque caisse semblait contenir plus qu'un simple chargement de vivres ou de pièces d'équipement. Les Templiers étaient depuis longtemps réputés pour leur richesse. Cette fortune ne se mesurait pas seulement en or ou en argent, mais en terre, en rente, en droits de passage et en créances sur les plus hauts seigneurs d'Europe. Leurs trésors étaient dispersés, répartis entre des commanderies, des châteaux, des monastères alliés. Mais il y avait aussi un cœur invisible à cette richesse, des objets, des documents et des reliques dont la valeur dépassait toute estimation. C'est ce cœur peut-être que la flotte emportait cette nuit-là. Les archives du temple, par exemple, constituaient un trésor à part entière. On y trouvait les registres détaillant les transactions financières de l'ordre, les prêts accordés à des rois, les contrats passés avec des marchands vénitiens ou génois, les titres de propriété de vastes domaines. Ces documents étaient souvent rédigés en plusieurs exemplaires, mais certains portaient des annotations ou des sceaux uniques, qui seuls pouvaient authentifier leur validité. Les perdre, c'était effacer des preuves, mais les sauver, c'était préserver des leviers d'influence. Il y avait aussi les cartes. Certaines représentaient le monde connu avec une précision rare pour l'époque, d'autres, plus énigmatiques, semblaient en tracer des rivages que nul voyage officiel n'avait atteints. Ces cartes, héritées des croisades, complétées par les voyages commerciaux et peut-être par des expéditions secrètes, étaient un atout stratégique inestimable. Dans un monde où le contrôle des routes maritimes équivalait à celui du commerce et des alliances, posséder de telles cartes revenait à détenir un pouvoir silencieux mais immense. Quant aux reliques, elles formaient une part plus insaisissable de cette richesse. Certaines étaient liées à la foi chrétienne, fragments de la vraie croix, objets rapportés de Jérusalem, pièces de sacrées provenant du Saint-Sépulcre ou d'Antioche. D'autres, plus obscures, étaient entourées de légendes, un calice d'origine incertaine, des pierres gravées d'inscriptions oubliées, des artefacts que certains disaient liés au temple de Salomon. Leur valeur matérielle importait moins que le prestige, l'influence et l'aura qu'elles conféraient à ceux qui les possédaient. Les coffres d'or et d'argent existaient aussi, bien sûr. Les Templiers avaient accumulé des métaux précieux à travers leurs activités bancaires, leurs rançons payées par des souverains et les butins ramenés d'Orient. Mais ces richesses, par nature encombrantes et visibles, n'étaient sans doute qu'une partie du chargement. Les marins savaient que l'or attire la convoitise. Mieux valait l'accompagner d'objets dont la valeur était invisible aux yeux d'un pirate, mais cruciale pour l'ordre. Parmi ces biens, certains étaient destinés non pas à être utilisés immédiatement, mais à être conservés pour un avenir incertain. L'ordre, conscient de sa situation précaire, pouvait vouloir mettre en sûreté un capital qui servirait à reconstruire ses forces ailleurs. Les coffres pouvaient contenir des sceaux officiels, des matristes pour frapper de nouvelles monnaies, des bagues d'autorité, autant d'objets nécessaires pour affirmer une légitimité dans l'exil. Une autre partie de cette richesse était intangible, les codes et les connaissances. Les Templiers utilisaient des systèmes de chiffrement rudimentaires mais efficaces pour leurs messages. Ces codes, consignés dans des carnets ou mémorisés par quelques initiés, valaient presque autant que l'or. Ils permettaient de maintenir un réseau d'informations actif, même à distance. Emporter les clés de ces codes, c'était préserver la capacité de communiquer avec les alliés restés en Europe. Les rumeurs, amplifiées par les siècles, ont ajouté à cette liste des trésors plus mythiques encore. Certains ont affirmé que le Graal lui-même, ou du moins un objet identifié comme tel par l'ordre, faisait partie du convoi. D'autres parlent de manuscrits hérétiques, écrits en Orient, contenant des savoirs que l'Église voulait voir disparaître. Il est impossible de démêler le vrai du fabuleux, mais il est certain que l'aura de ces objets, réels ou imaginés, a contribué à renforcer le mystère autour de la disparition de la flotte.
Ce qui frappe dans les rares témoignages indirects, c'est la manière dont ces biens furent embarqués. Aucun inventaire public, aucune lecture à voix haute des charges, aucun signe extérieur de précipitation. Les caisses non passaient des chariots au pont des navires dans un ballet presque cérémoniel, comme si chaque mouvement avait été répété. Les hommes qui manipulaient ces caisses ne se contentaient pas de transporter une marchandise. Ils semblaient conscients de porter un fragment de l'identité même de l'ordre. Certains marins auraient en confié, des années plus tard, avoir vu des caisses être placées dans des compartiments spécialement aménagés, dissimulés derrière des parois de bois ou sous de fausses cales. Cette précaution indiquait que la protection de ces biens ne se limitait pas aux dangers de la mer, mais aussi à la possibilité d'une inspection imprévue. Une cargaison invisible pouvait traverser des ports neutres ou hostiles sans éveiller de soupçons, à condition que personne à bord ne parle. Les richesses invisibles ne se mesuraient pas seulement par leur valeur, mais par leur rôle. Elles étaient le lien entre le passé de l'ordre et son futur possible. Sans elles, l'exil aurait signifié la dispersion et l'oubli. Avec elles, les Templiers pouvaient en tête espérer reconstituer, quelque part, une base de pouvoir, une nouvelle fondation. On peut imaginer, au large, les navires s'éloignant dans la nuit, chacun portant sa part de ce trésor complexe. Dans la cale, les caisses ne disaient rien. Leur contenu restait silencieux, comme si lui aussi comprenait la nécessité du secret. Au-dessus, sur le pont, les marins et les chevaliers se concentraient sur la navigation, conscients que ce qu'ils transportaient valait autant par ce qu'il représentait que par ce qu'il était. Ainsi, les richesses invisibles du temple quittèrent La Rochelle dans l'obscurité, échappant à la saisie royale. Ni inventaire officiel, ni registre complet ne permet aujourd'hui d'en dresser la liste. Elles sont devenues, avec les navires qui les portaient hors, des fantômes d'histoire, présentes dans les rumeurs, absentes des preuves, mais toujours au cœur du mystère. Lorsque la flotte templière quitta les eaux familières de La Rochelle, elle franchit plus qu'une simple frontière maritime. Elle traversait la limite invisible qui séparait le royaume du roi Philippe du Bel de l'immensité incertaine des mers. Là où la terre et ses lois s'arrêtent, un autre ordre règne, celui du vent, des courants et de la chance. Les chevaliers qui se tenaient sur le pont le savaient. Quitter le royaume, c'était se soustraire au filet du pouvoir royal, mais aussi s'en remettre à des forces plus imprévisibles encore. Au large, la côte française s'effaçait, absorbée par l'horizon. Les murailles de La Rochelle, le clocher des églises, les toits des entrepôts devenaient genre de simples lignes sombres dans la brume matinale. Les hommes sur le pont gardèrent le silence, comme si ce moment exigeait une solennité particulière. Ils étaient désormais hors d'atteinte immédiate des hommes du roi, mais encore loin d'être à l'abri. Le danger avait seulement changé de visage. L'itinéraire que la flotte suivait dans ses premiers jours reste inconnu. Les témoignages rares et fragmentaires parlent de navires observés depuis les côtes bretonnes se dirigeant vers le nord-ouest. D'autres récits, plus incertains, évoquent une route vers le sud, longeant les côtes de Gascogne. Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Une partie de la flotte pouvait chercher à disperser ses forces afin de réduire le risque d'être capturée dans son ensemble. Quitter le royaume signifiait trouver refuge ailleurs. L'Écosse, par exemple, apparaissait comme un possible havre. Les liens entre certains clans écossais et l'ordre du Temple n'étaient pas un secret total. L'hostilité persistante de ces clans envers l'Angleterre offrait aux Templiers une opportunité. Un territoire où la main du roi de France ne pouvait pas les atteindre directement, et où la couronne anglaise, occupée par ses propres conflits, ne verrait peut-être pas l'intérêt de les livrer. Les côtes escarpées et brumeuses de l'ouest écossais, parsemées d'îles, offraient des abris idéaux à des navires en quête de discrétion. Le Portugal, lui aussi, offrait une perspective rassurante. Le royaume avait accueilli et protégé l'ordre à plusieurs reprises. Plus tard, il irait jusqu'à l'intégrer dans une nouvelle structure, l'ordre du Christ, préservant ainsi son patrimoine et une partie de ses missions. Pour les navires venant de La Rochelle, rejoindre Lisbonne ou Porto aurait signifié pénétrer dans des ports où les Templiers avaient encore des alliés sûrs, capables de cacher hommes et cargaisons. Mais au-delà de ces destinations plausibles, une question persiste. Certains navires auraient-ils cherché un refuge encore plus lointain? L'idée d'un départ vers l'Atlantique profond hante les récits depuis des siècles. Les Templiers, par leurs voyages et leurs échanges avec les marins arabes et méditerranéens, avaient accumulé des connaissances que peu en Europe possédaient.
Des légendes parlaient déjà avant 1307 d'îles lointaines à l'ouest, terres verdoyantes ou rivages brumeux, aperçus par des pêcheurs basques, irlandais ou bretons. Dans ces récits, on trouve parfois mention de grandes îles au climat doux, où l'eau douce et la nourriture abondaient. Certains historiens modernes avancent que l'ordre aurait pu envisager une traversée vers ces terres mythiques, non pas par curiosité, mais par nécessité stratégique. Loin de toute puissance royale ou impériale, les Templiers auraient pu s'y établir, reconstruire leur réseau et revenir plus tard vers l'Europe en position de force. Cette hypothèse reste spéculative, mais elle s'appuie sur un élément solide. La flotte templière possédait l'autonomie logistique pour mener un tel voyage. Les conditions maritimes à cette saison, cependant, rendaient une telle entreprise périlleuse. L'automne apportait des vents puissants et des tempêtes soudaines. Les marins du Temple savaient en lire le ciel et anticiper les changements, mais aucun savoir ne pouvait garantir la sécurité face aux coups de mer de l'Atlantique. Pourtant, c'est peut-être précisément cette période de l'année qui offrait une couverture idéale. Les patrouilles ennemies étaient rares et peu de navires marchands osaient s'éloigner des côtes à cette saison. Sortir du royaume signifiait aussi couper, au moins temporairement, le lien direct avec les terres et les commanderies restées en France. Les communications par messagers ou par pigeons voyageurs devenaient impossibles. Les navires étaient désormais des mondes clos, portant en eux non seulement leurs équipages et leurs cargaisons, mais aussi les décisions vitales de l'ordre. Chaque capitaine, investi de la confiance du grand maître ou de ses lieutenants, devait savoir quand changer de cap, où jeter l'ancre et à qui se fier dans les ports étrangers. Les jours qui suivirent le départ virent s'installer une routine stricte à bord. Les marins vérifiaient sans cesse les cordages, les voiles, les réserves d'eau douce. Les chevaliers, peu habitués à la vie en mer, participaient aux tâches communes ou s'entraînaient à l'arme dans un espace réduit, sous le regard du capitaine. Les repas, simples et rationnés, rappelèrent à chacun que le voyage pouvait durer plus longtemps que prévu. À la tombée de la nuit, les hommes se rassemblaient parfois sur le pont, observant les étoiles. Les navigateurs traçaient mentalement leur route en suivant la course des constellations. Dans ce silence nocturne, on percevait la conscience partagée qu'ils franchissaient un seuil historique. Quitter le royaume ne signifiait pas seulement fuir un danger immédiat, c'était rompre avec un monde familier pour entrer dans une zone d'incertitude où chaque rencontre, chaque côte aperçue, pouvait décider de leur survie. C'est possible que, dans ces premières semaines, la flotte ait volontairement emprunté des trajectoires détournées. Un navire pouvait se diriger ostensiblement vers le nord, attirer l'attention, puis disparaître vers l'ouest en pleine mer. Un autre pouvait descendre vers le sud, feindre de chercher refuge en Espagne, puis bifurquer brusquement vers les Canaries ou au-delà. Cette dispersion, si elle a eu lieu, aurait contribué à effacer toute trace coordonnée de la flotte. Quitter le royaume, enfin, c'était s'affranchir des lois écrites pour retomber dans celles, plus anciennes et plus rudes, de la mer. Les alliances changeaient selon les ports, les promesses se dissolvaient dans le sel et le vent. Les Templiers, maîtres des routes terrestres et de l'art du siège, devaient désormais se fier à l'instinct des marins et à la bonne volonté d'hôtes parfois imprévisibles. Chaque port étranger représentait une possibilité de salut autant qu'un guet-apens. Ainsi, dès que les côtes du royaume disparurent, la flotte entra dans un monde où le pouvoir ne se mesurait plus en armées ou en titres, mais en cartes secrètes, en vent favorable et en complicité silencieuse. Le Temple, chassé de ses terres, devenait une nation flottante, sans frontières fixes, dont l'avenir se jouait désormais sur des eaux qui n'appartenaient à personne. L'Atlantique, dans les premières décennies du XIVe siècle, était un monde à part, à la fois redouté et convoité. Pour les marins habitués à la Méditerranée, ces vagues hautes comme des remparts, ces vents changeants et ces tempêtes soudaines semblaient être presque surnaturelles. Mais pour les Templiers, qui avaient cultivé des alliances avec des marins basques, bretons et portugais, l'Atlantique n'était pas une frontière infranchissable. C'était un vaste espace où se dissimuler, un voile mouvant derrière lequel disparaître aux yeux des rois. Les côtes qui bordaient cet océan étaient autant de refuges potentiels. Du sud du Portugal jusqu'aux rivages froids d'Irlande, elles offraient des criques isolées, des estuaires profonds, des îles aux accès difficiles. Ces lieux souvent ignorés des grandes puissances pouvaient abriter un navire plusieurs jours sans attirer l'attention. Les Templiers connaissaient certaines de ces caches transmises par les pêcheurs et les pilotes côtiers, qui travaillaient parfois pour eux. Le Portugal déjà représentait une option stratégique.
Ces ports, comme Lisbonne ou Porto, restaient inaccessibles grâce aux relations anciennes que l'ordre entretenait avec la cour portugaise. Plus au sud, l'Algarve possédait des abris naturels, protégés des vents dominants, où un navire pouvait réparer ses voiles ou reprendre de l'eau douce. Les commanderies tentantes templières de Tomar et d'autres villes de l'intérieur pouvaient donc servir de relais logistiques, recevant discrètement les cargaisons débarquées à l'abri des regards. En remontant vers le nord, la Galice et ses rias profondes offraient dans d'autres havres possibles. Ces bras de mer, encaissés entre des collines, permettaient aux lignes de dissimuler un navire presque entièrement aux yeux de quiconque naviguait au large. Les Templiers y trouvaient là parfois l'aide de communautés de pêcheurs, peu enclines à poser des questions à ceux qui payaient bien ou offraient naant leur protection contre les pirates. Plus haut encore, le long des côtes bretonnes, se dressait un labyrinthe de rochers, d'îles et de chenaux. La mer d'Iroise et les abords d'Ouessant étaient dangereux pour les navires inexpérimentés, mais un équipage aguerri pouvait y trouver un abri où nul poursuivant n'oserait s'aventurer. Les récifs y formaient une barrière naturelle contre les flottes plus lourdes, et les courants puissants permettaient de disparaître rapidement. Au-delà, l'Irlande et l'Écosse tendaient en fond des rivages à la fois hostiles et protecteurs. Les côtes ouest de l'Irlande, battues par les vents de l'Atlantique, étaient ponctuées de baies profondes et de fjords marins où les navires pouvaient s'ancrer loin des regards. Les clans gaéliques, souvent en conflit avec la couronne anglaise, pouvaient en voir dans les Templiers des alliés utiles, surtout si ces derniers arrivaient avec de l'or, des armes ou des savoirs maritimes. L'Écosse, en pleine résistance contre l'Angleterre, offrait également un contexte favorable. Robert Bruce, alors roi, n'aurait peut-être pas hésité à accueillir des combattants expérimentés, même s'il venait de charger d'un lourd passif avec l'Église. Mais les rives de l'Atlantique ne se limitaient pas à l'Europe. Plus au sud, au-delà du détroit de Gibraltar, la côte africaine ouvrait la voie à d'autres horizons. Les relations entre chrétiens et musulmans, bien que marquées par les croisades, pouvaient parfois se traduire en accords pragmatiques. Les Templiers, qui avaient appris à traiter avec leurs adversaires orientaux, pouvaient très bien négocier un mouillage temporaire en échange de biens précieux ou d'informations. Les ports du Maroc, comme Ceuta ou Salé, pouvaient en servir de relais, permettant à la flotte de se réorganiser avant de reprendre la mer. Certains récits anciens, difficiles à authentifier, parlent même d'une route plus audacieuse, celle qui menait vers les îles perdues de l'Atlantique central. Les marins basques et portugais évoquaient déjà des terres aperçues au loin, par-delà les routes connues. Les Açores, bien qu'officiellement découvertes au XVe siècle, auraient pu être atteintes par des navigateurs expérimentés bien avant. Un mouillage dans ces îles isolées aurait permis aux Templiers de se soustraire à toute poursuite, le temps de décider de leur prochaine destination. Les Canaries, également connues par quelques récits épars, offraient un climat doux et des ressources abondantes. Bien que peuplées, elles restaient hors de l'influence directe des royaumes européens. Pour une flotte en fuite, elles représentaient un point d'étape idéal avant un voyage plus long vers l'ouest ou le sud. L'Atlantique, cependant, n'était pas un simple chapelet de refuge. C'était un espace mouvant, changeant de visage à chaque saison. L'automne apportait des vents d'ouest réguliers, favorables à ceux qui voulaient s'éloigner des côtes européennes. Mais ces mêmes vents pouvaient se transformer en tempêtes capables de briser un mât en une nuit. Les Templiers le savaient, et c'est peut-être pour cela qu'ils avaient pris soin d'équiper leurs navires pour résister à des mois de navigation sans escale. Sur ces rives atlantiques, la discrétion était la première règle. Entrer dans un port important signifiait s'exposer aux regards des autorités, aux questions des marchands, aux rumeurs qui voyagent plus vite que le vent. Les mouillages isolés, eux, exigeaient de se contenter de ce que la nature offrait. Eau douce recueillie dans les ruisseaux, vivres pêchés ou chassés sur place, réparations sommaires avec les matériaux à portée de main. Les Templiers avaient l'avantage de pouvoir compter sur un réseau humain aussi vaste que discret. D'anciens frères retirés du service actif vivaient parfois dans ces zones côtières reculées. Des marchands liés à l'ordre pouvaient fournir vivres et nouvelles en échange d'un paiement rapide. Parfois même des communautés monastiques, sans afficher ouvertement leur soutien, offraient l'hospitalité pour une nuit ou deux. La vie à bord, durant cette navigation le long des rives atlantiques, se rythmait selon les escales choisies. Chaque mouillage était l'occasion d'inspecter la coque, de recoudre une voile, de remplacer un cordage usé. Les hommes, après des jours en mer, pouvaient fouler la terre ferme, sentir l'odeur des pins
ou de la bruyère, et puiser de l'eau claire dans un ruisseau. Mais il savait en fait que ces moments étaient bécomptés. Rester trop longtemps, c'était risquer d'être vu, suivi ou dénoncé. Dans ces paysages de falaises, de criques et d'îles éparses, la flotte templière poursuivit sa route, invisible aux yeux des puissants mais présente dans la mémoire des côtes. Des pêcheurs, des bergers, parfois des enfants, virent de passer au loin ces voiles blanches frappées de croix pâtées, sans toujours comprendre qui elles portaient ni d'où elles venaient. Pour eux, c'était une vision étrange, comme un rêve éveillé, vite englouti par la brume ou par l'horizon. Ainsi, les rives de l'Atlantique devinrent le théâtre muet d'un passage dont l'histoire officielle ne dit rien. Des traces infimes restèrent, c'est dans des récits oraux, des toponymes étranges, des histoires des transmises mortes au coin du feu. Et derrière ces échos persiste l'idée que, quelque part entre ces rivages et l'océan ouvert, la flotte des Templiers cherchait non seulement un refuge, mais aussi une direction que nul autre ne pouvait deviner. Le Portugal, à l'aube du XIVe siècle, n'était pas seulement un royaume en pleine consolidation territoriale. C'était aussi une porte ouverte sur l'océan, un carrefour maritime où se croisaient marchands, pèlerins, espions et navigateurs venus de toute l'Europe et même d'Afrique du Nord. Pour les Templiers en fuite, cette façade océanique offrait bien plus qu'un abri. Elle représentait une possibilité de survie organisée, à l'écart de la main du roi de France et sous la protection d'un souverain qui, par pragmatisme ou par conviction, avait choisi de maintenir des liens solides avec l'ordre. Les relations entre le Temple et la couronne portugaise remontaient au début même de la Reconquista. Dès le XIIe siècle, les Templiers avaient combattu aux côtés des rois portugais contre les forces musulmanes encore présentes au sud du pays. En récompense de leur rôle militaire, ils avaient reçu des terres stratégiques, souvent situées dans des zones frontières, ainsi que des droits sur des châteaux, des moulins et même des villages entiers. La commanderie de Tomar, fondée en 1160, devint rapidement le centre névralgique de l'ordre au Portugal, une place fortifiée dont la position permettait de contrôler à la fois les voies terrestres et les communications maritimes. Lorsque Philippe le Bel lança son coup de filet contre les Templiers, le roi du Portugal, Denis Ier, adopta une posture beaucoup plus nuancée. Surnommé le roi laboureur pour son engagement dans le développement agricole, Denis était aussi un diplomate habile. Il savait que la disparition brutale du temple laisserait un vide militaire et économique difficile à combler. S'il ne pouvait s'opposer frontalement à la papauté, il pouvait en revanche temporiser, accueillir discrètement des frères en fuite et protéger leurs biens par des moyens légaux ou détournés. Pour la flotte qui quittait La Rochelle, rejoindre un port portugais signifiait atteindre un territoire ami. Lisbonne, à cette époque, était un port actif, bien défendu et déjà habitué à recevoir des navires de toutes origines. Les quais s'animaient chaque matin d'un mélange de langues, portugais, galicien, arabe, génois, flamand, et les capitaines pouvaient donc se fondre dans cette diversité sans attirer l'attention. Porto, plus au nord, offrait un environnement plus discret encore, avec son fleuve Douro permettant de remonter à l'intérieur des terres et de transporter les cargaisons vers des commanderies éloignées de la côte. Certains historiens estiment que des navires templiers purent même accoster dans de petits ports moins surveillés, évitant les centres urbains. L'Alcácer do Sal, situé en amont du fleuve Sado, était encore marqué par la présence templière depuis sa conquête au XIIe siècle. Ces installations portuaires, bien que modestes, permettaient en soin de décharger rapidement des biens précieux à l'abri des regards indiscrets, puis de les acheminer vers des châteaux de l'intérieur. La piste portugaise ne se limitait pas aux escales. Elle offrait aussi un cadre politique unique. En 1319, soit 12 ans après la chute officielle de l'ordre, Denis Ier parvint à convaincre le pape Jean XXII d'autoriser la création d'un nouvel ordre militaire, l'Ordre du Christ. Ce dernier reprit une grande partie des biens, des privilèges et des hommes du Temple au Portugal. Ainsi, ce qui avait disparu en France ressurgissait sous un autre nom au sud-ouest de l'Europe. Il est tentant d'imaginer que certains des hommes et des richesses arrivés par mer en 1307 furent directement intégrés à cette nouvelle structure, assurant ainsi la continuité des projets maritimes du Temple. Si tel fut le cas, les cargaisons parties de La Rochelle trouvèrent au Portugal un terrain favorable pour être dissimulés, puis réutilisés. L'or et l'argent pouvaient financer la fortification de nouvelles places, l'entretien de navires ou encore des expéditions discrètes vers des territoires lointains. Les cartes et documents précieux,
eux, pouvaient en être conservés dans les bibliothèques monastiques liées à l'ordre, hors de portée des enquêteurs royaux ou pontificaux. La géographie portugaise elle-même renforçait cet avantage. Sa façade atlantique était parsemée de criques et de petites baies, parfaites pour un débarquement nocturne. Les Templiers pouvaient profiter de ces abris pour éviter toute confrontation en mer avec des navires ennemis. De là, un réseau de routes et de chemins secondaires permettait de rejoindre rapidement des forteresses à l'intérieur du pays. Certaines d'entre elles, comme le château de Tomar, étaient pratiquement imprenables, même face à une armée royale. Le rôle des marins portugais dans cette fuite reste difficile à établir, mais il est plausible qu'ils aient qu'en servi de guides côtiers, de pilotes et d'intermédiaires. Les Templiers entretenaient depuis longtemps des relations commerciales avec les pêcheurs et les navigateurs de la région, qui pouvaient en transmettre des nouvelles, signaler la présence de navires ennemis ou recommander des mouillages sûrs. Ces alliances informelles, parfois scellées par des échanges de vivres ou d'armes, valaient autant que des traités officiels. La piste portugaise ouvre aussi la question des ambitions maritimes de l'ordre. Si les navires qui arrivèrent au Portugal purent être rééquipés et remis à flot, ils pouvaient servir de base à des expéditions au long cours. Le Portugal, déjà tourné vers la mer, offrait un point de départ idéal pour explorer plus au sud vers les côtes africaines ou plus à l'ouest vers les îles encore mystérieuses de l'Atlantique. Il est frappant de constater que, 2 siècles plus tard, c'est précisément sous la bannière de l'Ordre du Christ que partirent certaines des grandes expéditions portugaises, ouvrant la voie aux découvertes maritimes de l'ère moderne. Si une continuité secrète existait entre le Temple et l'Ordre du Christ, alors les navires disparus en 1307 n'auraient pas simplement trouvé refuge au Portugal. Ils auraient pu devenir les précurseurs d'une tradition maritime qui allait transformer le monde. Les cartes secrètes, les savoirs de navigation, les relais côtiers acquis par l'ordre auraient alors été intégrés dans un projet plus vaste, dépassant la simple survie d'une institution menacée. Ce scénario, bien sûr, repose en grande partie sur des recoupements et des hypothèses. Les archives portugaises, même riches, ne livrent pas de preuves directes de l'arrivée d'une flotte templière entière dans leur port en 1307. Mais le silence des documents n'exclut pas la possibilité. Dans un royaume où la monarchie et l'ordre avaient des intérêts convergents, il n'était pas nécessaire de consigner par écrit ce qui devait rester secret. Les preuves pouvaient se limiter à des récits oraux, à des symboles gravés discrètement sur des pierres ou à des registres codés dont le sens n'était connu que des initiés. La piste portugaise demeure ainsi l'une des hypothèses les plus solides et les plus intrigantes de la disparition de la flotte. Elle repose sur une combinaison rare, un réseau d'alliances anciennes, une façade maritime ouverte sur des routes peu contrôlées et un souverain habile à manier la diplomatie. Pour les Templiers en fuite, c'était peut-être le seul endroit où ils pouvaient espérer non seulement se cacher, mais aussi se reconstruire. Et si, depuis les quais de Lisbonne ou à l'abri des murs de Tomar, certains avaient déjà tourné leur regard vers l'horizon, ce n'était pas seulement pour fuir le passé, mais pour imaginer la suite. Car au Portugal, plus qu'ailleurs, l'océan n'était pas une limite, il était une promesse. L'histoire maritime n'est pas avare de mystères et la disparition de la flotte templière en 1307 s'inscrit dans une lignée de pertes en mer qui, chacune à leur manière, ont laissé derrière elles un sillage de questions sans réponse. Comparer ces disparitions, c'est comprendre qu'au-delà des tempêtes, des batailles et des naufrages, il existe un espace particulier dans lequel les navires semblent se glisser hors du monde connu, emportant avec eux hommes, cargaisons et secrets. La mémoire collective conserve quelques exemples frappants. Bien avant que les Templiers ne prennent la mer cette nuit d'octobre, d'autres flottes avaient déjà sombré dans l'ombre. Les marins racontaient encore, au XIVe siècle, l'histoire de navires vénitiens chargés de soie et d'épices disparus entre Chypre et Gênes, sans qu'aucun débris ne soit jamais retrouvé. Plus près des côtes atlantiques, on évoquait des convois entiers de pêcheurs basques engloutis dans des brumes soudaines, comme si la mer s'était refermée sur eux. Ces récits avaient en commun le silence des témoins directs. Soit il n'y avait aucun survivant, soit ceux qui revenaient ne pouvaient expliquer ce qu'ils avaient en vue. Cette absence d'explication nourrissait les légendes, qui se mêlaient parfois à des faits historiques plus solides. Dans le cas des Templiers, ce silence prit une dimension différente. Il n'y eut pas de tempête connue. Pas de bataille signalée, pas de traces flottantes. C'était comme si la flotte avait volontairement franchi une ligne invisible pour ne plus jamais revenir.
Les disparitions jumelles les plus souvent rapprochées de celles des Templiers se trouvent parfois loin dans le temps. On pense aux galions espagnols du XVIe siècle qui, chargés de métaux précieux venus des Amériques, sombraient corps et biens en mer des Sargasses. Dans ces cas, la mer était accusée, mais l'absence totale d'épaves retrouvées rendait l'explication moins satisfaisante. La ressemblance avec l'énigme templière tient à ce vide. Rien à examiner, rien à prouver, seulement un départ et ensuite un silence. Parfois la disparition n'était pas due aux éléments, mais à une volonté humaine. Certaines flottes avaient en main choisi l'effacement comme ultime manœuvre. Dans les guerres médiévales, comme dans les conflits ultérieurs, il n'était pas rare qu'un groupe de navires change brutalement de cap, brûle ses propres pavillons et disparaisse sous une nouvelle identité. Ce procédé, destiné à échapper à un ennemi supérieur en nombre, exigeait une coordination et une préparation que peu pouvaient se permettre. Les Templiers, avec leur organisation militaire et leur réseau de ports alliés, en avaient les moyens. Une comparaison plus récente, pour les chroniqueurs du XIVe siècle, concernait certaines expéditions vikings des siècles précédents. On savait que des dracars avaient enquitté les côtes scandinaves pour ne jamais revenir, et que quelques traces en avaient été retrouvées loin à l'ouest, au Groenland ou même au-delà. Ces voyages sans retour, motivés par la recherche de nouvelles terres ou par l'exil, faisaient pantéco à ce que l'on pouvait imaginer pour les Templiers, un départ prémédité vers un lieu hors de portée des royaumes européens. Les routes commerciales de la Méditerranée et de l'Atlantique recelaient elles aussi leurs fantômes. Les marchands génois et catalans racontaient pensant qu'il arrivait qu'un navire, parti d'un port d'Afrique du Nord ou de la mer Noire, ne touche jamais à son port de destination. Parfois, on retrouvait un tonneau ou un morceau de coque échoué sur une plage lointaine. D'autres fois, rien. Les marchands, comme les marins, on savait que la mer pouvait avaler toute trace, mais la disparition totale d'un convoi bien équipé restait une rareté qui éveillait l'imagination. Dans le cas de la flotte templière, la différence majeure avec ces autres disparitions réside dans le contexte politique. Les autres flottes perdues étaient victimes d'accidents ou de conflits ouverts. Celle du Temple, elle, disparaissait sous la pression d'une persécution organisée, ce qui laissait penser que sa disparition relevait d'une stratégie, non d'un hasard cruel. Cette idée rapprochait son destin de celui d'autres groupes forcés à l'exil, comme certaines colonies grecques antiques qui, menacées par un envahisseur, quittaient tendant leurs terres et leurs ports, en emportant tout ce qu'elles pouvaient charger à bord. Dans ces cas, on perdait la trace des exilés pendant des décennies, jusqu'à ce que de nouvelles cités apparaissent à des centaines de lieues, avec des coutumes et des savoir-faire reconnaissables. Les parallèles ne manquent pas non plus dans l'histoire militaire. Des armées entières ont disparu dans les déserts ou les montagnes, leurs itinéraires effacés par le temps. Alexandre le Grand perdit ainsi un corps expéditionnaire dans les sables de Gédrosie, et les légendes romaines parlent encore de la 9e Légion qui s'évanouit dans le nord de la Bretagne. Ces disparitions terrestres partagent avec celles des Templiers l'élément le plus troublant. L'incapacité, même pour les puissances les plus organisées, à reconstituer le chemin exact suivi par les disparus. En rapprochant la disparition de la flotte templière de ces autres mystères, on comprend mieux pourquoi elle continue d'alimenter autant d'hypothèses. L'absence de preuves tangibles ouvre un espace que les siècles remplissent donc d'histoires et de conjectures. Les disparitions jumelles de l'histoire montrent que, chaque fois qu'un groupe parvient à effacer toutes ses traces, il entre dans une zone où la frontière entre histoire et légende se brouille. On peut imaginer que les Templiers eux-mêmes connaissaient ces histoires. Marins, marchands et chevaliers avaient entendu parler des flottes perdues et des expéditions fantômes. Ils savaient que l'océan pouvait devenir un allié si l'on savait l'utiliser pour se fondre dans l'inconnu. Disparaître n'était pas forcément périr. Cela pouvait aussi signifier renaître ailleurs, sous une forme nouvelle, à l'abri des regards ennemis. Si la flotte templière a suivi ce modèle, alors elle n'a pas sombré. Elle a rejoint le cortège silencieux des navires effacés, de ces forces entières qui, par choix ou par nécessité, ont abandonné le monde visible pour entrer dans l'ombre. C'est là, dans cet espace de disparition volontaire, qu'elle trouve ses véritables sœurs d'histoire. Et c'est peut-être cette fraternité invisible qui rend encore plus insaisissable le destin final des croix-pâtées, disparus dans la nuit. Au sein de l'ordre du Temple, la parole n'était pas toujours l'outil privilégié pour transmettre une information importante. Les Templiers savaient que les mots, surtout lorsqu'ils passaient
de bouche en bouche, pouvaient être déformés, interceptés ou trahis. La discrétion était une arme et le silence une discipline. Mais lorsque le silence ne suffisait pas, il recourait à un langage que seuls les initiés pouvaient comprendre, des codes, des signes et des symboles. La nuit du départ de La Rochelle, ces codes étaient pantés partout, invisibles aux yeux d'un observateur extérieur. Ils se glissaient pendant la disposition des navires au mouillage, dans la manière dont les lanternes étaient allumées ou éteintes à un moment précis, dans les gestes des capitaines lorsqu'ils croisaient le regard d'un frère d'armes. Ces signaux, brefs et apparemment anodins, pouvaient en contenir des instructions vitales, un changement de cap, un point de rendez-vous, l'ordre de se disperser. L'ordre avait développé au fil du temps des moyens de communication adaptés à ses besoins. Dans les commanderies, on utilisait parfois des alphabets simplifiés, inspirés de ceux des moines copistes, où chaque lettre pouvait être remplacée par un signe ou un tracé différent. Des messages pouvaient être gravés dans le bois ou la pierre, intégrés à une décoration, à un blason ou à un motif architectural. Ce qui semblait ornemental à un regard extérieur pouvait, pour un frère initié, être une instruction claire. En mer, les contraintes étaient différentes, les signaux visuels étaient privilégiés. La position d'une voile, l'angle d'un pavillon, la couleur d'un fanion hissé brièvement puis abaissé. Ces codes pouvaient varier d'un équipage à l'autre car chaque capitaine avait la liberté de créer des variantes connues seulement de son équipage et des navires alliés. Cela empêchait un adversaire, même s'il capturait un navire, de comprendre immédiatement l'ensemble du système. Les Templiers avaient aussi recours à l'écriture chiffrée. Certaines lettres étaient remplacées par des chiffres, d'autres par des symboles géométriques. Des mots pouvaient être masqués dans un texte anodin, leur sens révélé seulement si l'on savait quel intervalle de lettres ou de phrases suivre. Ce type de codage, rudimentaire selon nos critères actuels, suffisait pourtant à décourager la plupart des curieux. Dans un monde où peu savaient en lire, un texte illisible aux yeux d'un scribe entraîné passait souvent pour un simple gribouillage. Les documents les plus importants pouvaient être dissimulés dans des doublures de vêtements, cousus dans les doublures de voiles ou enfermés dans de petites capsules métalliques que l'on fixait à l'intérieur d'un tonneau. Certains capitaines confiaient même à un marin de confiance la garde d'un message mémorisé, sans trace écrite, pour qu'il puisse être transmis oralement à un destinataire précis. Il est possible que, dans la fuite de 1307, la flotte ait utilisé des points de rencontre préalablement définis et signalés par des messages codés. Ces points pouvaient être des ports amis, mais aussi des mouillages connus uniquement des Templiers. Pour coordonner un tel plan, il fallait s'appuyer sur un réseau d'indices répartis dans les lieux que l'ordre avait fréquentés depuis des années. Ainsi, une marque gravée sur un rocher, visible seulement depuis la mer à un certain angle, pouvait indiquer la présence d'un abri sûr à quelques encablures. Les archives, avant leur destruction ou leur dispersion, faisaient compte état d'objets servant de clé pour déchiffrer ces messages. Il pouvait s'agir de disques en bois ou en métal gravés de cercles concentriques, permettant d'aligner symboles et lettres pour obtenir un texte clair. D'autres ressemblaient à de simples croix pâtées, mais leurs proportions exactes pouvaient servir de repère pour un code numérique. Ces objets, en apparence décoratifs ou religieux, pouvaient être transportés sans éveiller la moindre suspicion. Certains chroniqueurs tardifs ont même affirmé que les Templiers avaient adopté, lors de leur séjour en Orient, des systèmes de chiffrement inspirés des marchands arabes ou persans. Ces derniers utilisaient parfois des écritures cursives stylisées ou des symboles dérivés de motifs floraux et géométriques. Adaptés par l'ordre, ces motifs pouvaient orner un coffre, un tissu ou même une pièce de monnaie, portant un message invisible à quiconque n'en connaissait pas la clé. Il est également probable que les routes maritimes elles-mêmes servirent de code. Un trajet inhabituel, une escale imprévue, pouvait en signifier un changement de plan ou une information urgente à transmettre. Dans un monde où les navires voyageaient à un train rarement seuls, les rencontres en mer entre bâtiments alliés offraient des occasions idéales pour échanger des instructions de vive voix, à condition que les équipages sachent se reconnaître de loin. L'idée que les messages codés aient pu être utilisés pour guider la flotte vers une destination finale est séduisante. On peut imaginer que, sur la route, certains navires aient reçu de nouvelles instructions, transmises discrètement par un messager arrivé à une escale neutre ou par un navire ami croisant brièvement leur route. Cette flexibilité permettait d'adapter le plan initial aux conditions réelles rencontrées en mer. Tempête, présence ennemie, rumeurs d'embuscade.
Ce système de communication était d'autant plus efficace qu'il se fondait sur la mémoire et l'observation, deux qualités cultivées par les membres de l'ordre. Les chevaliers et les marins templiers étaient informés à reconnaître des détails qui échappaient à un observateur ordinaire. Une différence subtile dans la manière dont une voile était nouée, une torche allumée sur un pont à 1 heure précise, l'ombre d'un fanion flottant contre la lumière de la lune. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de ces codes. Les rares indices retrouvés, symboles gravés, textes incomplets, motifs étranges sur des objets d'époque, sont difficiles à interpréter hors de leur contexte. Sans la clé, ces signes restent muets. Mais leur simple existence laisse entendre qu'une partie du mystère de la disparition de la flotte pourrait être liée à un langage que nous ne savons plus lire. Ainsi, derrière le silence apparent des dernières heures à La Rochelle, se cachait peut-être un dialogue constant, tissé de signaux discrets et de messages invisibles. Un langage qui permettait à des hommes traqués de se reconnaître, de se coordonner et de disparaître ensemble dans la nuit, en emportant avec eux un secret que ni le roi ni ses espions ne purent jamais percer. L'Atlantique n'offre pas la clémence des mers intérieures. Il ne connaît ni la douceur régulière des vents méditerranéens, ni la prévisibilité des courants fermés. Ceux qui s'y aventurent savent que, d'un jour à l'autre, un horizon clair peut se transformer en un mur d'écume et de vent. Les Templiers qui quittèrent La Rochelle en octobre 1307 avaient sans doute prévu de naviguer vite et discrètement, mais ils ne pouvaient ignorer que la mer elle-même était un adversaire aussi redoutable que le roi qu'ils fuyaient. L'automne est une saison de transition sur l'océan. Les vents d'ouest se renforcent, les dépressions venues du large balayant les côtes, et les houles longues gonflées par des tempêtes lointaines, secouant les navires même par beau temps apparent. Les capitaines de la flotte savaient en lire ces signes. La teinte de l'horizon, la vitesse des nuages, la forme des vagues, tout leur parlait d'un changement imminent. Mais savoir ne suffit pas toujours à éviter le danger. Une tempête d'Atlantique pour un navire du XIVe siècle n'était pas seulement une épreuve technique, c'était une lutte pour la survie. Le bois gémissait sous les coups de mer, les mâts ployaient, les voiles pouvaient se déchirer comme du parchemin. L'eau s'infiltrait partout, gonflant les cales, alourdissant le navire. Les marins devinrent écopés, sans relâche, parfois pendant des jours, les mains meurtries par le sel et le froid. Les chevaliers, peu habitués à cette vie, se joignaient à l'effort, découvrant que, sur mer, la hiérarchie s'efface face à la nécessité. Les tempêtes pouvaient aussi séparer les navires. Une flotte bien ordonnée au départ pouvait, en quelques heures de mauvais temps, se retrouver éparpillée sur des dizaines de milles. Certains capitaines pouvaient alors décider de changer de cap, soit pour trouver refuge, soit pour éviter de revenir sur une route trop exposée. Dans le chaos d'un ciel noir et d'une mer démontée, il était facile de perdre de vue le navire amiral et de ne plus le revoir. Mais la mer ne se limitait pas aux tempêtes. Elle offrait aussi des illusions, des pièges pour l'œil et l'esprit. Les mirages marins, bien que plus souvent associés aux régions polaires ou au désert, pouvaient apparaître sur l'Atlantique lors de conditions particulières. La chaleur du soleil sur l'eau froide créait parfois des images flottantes, des îles semblant se dresser à l'horizon, des navires fantômes suspendus au-dessus des vagues, ou des côtes lointaines qui disparaissaient aussitôt qu'on croyait les atteindre. Pour un équipage en fuite, un mirage pouvait être une bénédiction ou une malédiction. Il pouvait détourner l'attention d'un poursuivant ou au contraire pousser un navire à suivre une direction erronée pendant de précieuses heures. Les marins expérimentés savaient se méfier de ces visions, mais dans la fatigue et l'urgence, un capitaine pouvait se laisser convaincre que ce qu'il voyait était réel. Les légendes des côtes atlantiques sont pleines de récits de navires attirés vers des bancs de sable invisibles ou des récifs par des lueurs trompeuses. Certains y voyaient l'œuvre d'esprits marins, d'autres de simples effets atmosphériques. Les Templiers, nourris de croyances chrétiennes, mais aussi de superstitions de marins, ne pouvaient en tête écarter totalement ces récits. Dans la nuit, au milieu d'une mer noire, une lumière isolée pouvait être un phare, ou un feu de naufrageur, allumé pour tromper les navires et les précipiter sur les rochers. À ces dangers s'ajoutait la navigation dans des zones encore mal cartographiées. Les côtes de Bretagne, d'Irlande ou d'Écosse, avec leurs innombrables îles et écueils, exigeaient une connaissance intime des lieux. Un capitaine étranger à ces eaux pouvait se fier à un pilote local, mais encore fallait-il pouvoir lui faire confiance. Un guide mal intentionné, ou simplement incompétent, pouvait mener un navire à sa perte. Les récits ultérieurs de la disparition de la flotte templière évoquent parfois l'hypothèse que certains navires aient succombé à la mer.
Il est plausible qu'une partie de la flotte ait été frappée par un coup de vent violent peu après le départ, surtout si elle s'était aventurée loin des côtes pour éviter d'être repérée. Un navire lourdement chargé, surpris par une tempête, avait peu de chances de s'en sortir sans dommages graves. Les cargaisons, si précieuses en soient-elles, pouvaient en devenir un poids mort, condamnant le bâtiment. Mais la tempête, paradoxalement, pouvait aussi être une alliée. Dans un monde où la communication se faisait par messager et où les navires ne disposaient donc d'aucun moyen de localisation précis, une forte dépression pouvait effacer toute piste. Les navires dispersés pouvaient réapparaître ailleurs des semaines plus tard, sans que personne puisse reconstituer leur route exacte. Les poursuivants, eux, perdaient un temps précieux à chercher dans la mauvaise direction. Il est aussi possible que les Templiers aient utilisé la météo à leur avantage. Les marins expérimentés pouvaient prévoir, à quelques jours près, l'arrivée de perturbations saisonnières. S'engager volontairement dans une zone connue pour ses coups de vent violents, tout en ayant préparé les navires à y résister, pouvait être une manœuvre délibérée pour décourager ou semer un poursuivant. Les mirages, quant à eux, pouvaient aussi servir de camouflage. Un navire masqué par un banc de brume, se détachant à peine de l'horizon, pouvait passer inaperçu pour un guetteur peu attentif. Les variations de lumière, au crépuscule ou à l'aube, pouvaient donner l'illusion qu'un navire était plus loin ou plus près qu'il ne l'était réellement. Ces illusions visuelles, combinées à des changements de cap précis, pouvaient suffire à effacer toute trace de la flotte. Les capitaines templiers devaient y composer avec tout cela, la mer en furie, les vents capricieux, les illusions trompeuses. Chacun savait qu'au-delà des stratégies humaines, l'océan gardait toujours le dernier mot. Une tempête pouvait emporter un navire en quelques heures, un banc de brume pouvait cacher un salut ou un danger, un mirage pouvait changer le cours d'une route. Dans cette alliance précaire avec la mer, les Templiers avaient peut-être trouvé leur meilleur complice. Car si la tempête détruit, elle efface aussi. Si le mirage trompe, il protège également. Et dans ce jeu d'ombre et de lumière, il est possible que la flotte ait trouvé la couverture parfaite pour s'évanouir aux yeux de l'histoire. Lorsque l'ordre du Temple fut officiellement mis en accusation, le 13 octobre 1307, le pape Clément V se trouva placé dans une position d'une extrême délicatesse. Installé à Avignon, il régnait sur une église désormais géographiquement et politiquement proche du roi de France. Cette proximité n'était pas seulement une question de distance, elle se traduisait par une influence directe de la couronne sur les décisions pontificales. Le sort des Templiers allait en être profondément marqué. Officiellement, l'Église affirmait vouloir connaître la vérité. Les accusations portées contre l'ordre, reniement de la croix, idolâtrie, pratiques hérétiques, exigeaient, disait-on, un examen impartial. Mais derrière cette façade d'enquête religieuse, les réalités politiques dictaient le rythme et la portée des décisions. Philippe le Bel avait besoin que le pape cautionne son action, non seulement pour légitimer les arrestations, mais aussi pour éviter toute résistance organisée au sein de la chrétienté. Les premières réactions de Clément V furent imprudentes, voire hésitantes. Il n'avait pas ordonné lui-même les arrestations massives qui frappèrent dans le royaume de France. Il savait qu'un geste trop brutal contre le Temple risquait de déstabiliser les finances de l'Église, qui comptait sur le réseau templier pour certaines transactions et pour la garde de biens précieux. Pourtant, au lieu de condamner fermement l'initiative royale, il se contenta d'appeler à une suspension temporaire des procédures, tout en convoquant les chefs de l'ordre à Avignon. Ce double discours est révélateur. L'Église cherchait à préserver une image de neutralité tout en préparant, dans l'ombre, une issue conforme aux attentes du roi. Les archives de la Curie montrent que de nombreuses pièces du dossier templier furent examinées à huis clos, loin des regards des chroniqueurs ou des légats étrangers. Ce secret pouvait s'expliquer par la sensibilité politique des informations, mais il pouvait aussi cacher des désaccords internes sur la conduite à tenir. Car tout le monde, au sein de l'Église, n'était pas favorable à la disparition pure et simple du Temple. Certains cardinaux, notamment ceux d'origine italienne ou ibérique, rappelaient les services rendus par l'ordre pendant les croisades et la défense des territoires chrétiens en Orient. D'autres, plus pragmatiques, redoutant que la liquidation brutale du Temple ne profite qu'au roi de France, au détriment de l'autorité pontificale. Ces voix discordantes n'eurent pas gain de cause, mais elles expliquent peut-être certaines lenteurs et hésitations dans la procédure. Les silences de l'Église ne se limitaient pas aux débats internes. Ils s'étendaient aussi à la documentation. De nombreuses lettres, registres et rapports produits entre 1307 et 1312
année où l'ordre fut officiellement dissous par la bulle Vox in Excelso, ont disparu ou subsistent dans un état fragmentaire. Les historiens modernes soupçonnent que certains de ces documents furent délibérément écartés des archives officielles. Les raisons pouvaient en être multiples: éviter de révéler des informations compromettantes sur la collusion entre le roi et la papauté, protéger des noms de dignitaires ayant soutenu secrètement le temple, ou encore effacer des traces de négociations restées sans suite. On sait aussi que l'Inquisition, qui dépendait en partie de l'autorité pontificale, recueillit un grand nombre de témoignages lors des interrogatoires. Ces témoignages, souvent obtenus sous la contrainte, servaient à construire l'accusation publique. Pourtant, certains procès-verbaux mentionnent des déclarations plus ambiguës, où les accusés nient les charges ou évoquent dans des pratiques conformes à la foi chrétienne. Ces fragments, parfois conservés dans des archives locales, montrent que l'affaire n'était pas aussi univoque que le discours officiel le laissait entendre. Dans le cas particulier de la flotte disparue, le silence est encore plus pesant. Aucun document pontifical ne mentionne explicitement la fuite des navires depuis La Rochelle. L'Église pourtant disposait d'un réseau d'information efficace. Les ports méditerranéens et atlantiques, les évêchés côtiers, les monastères proches des zones de mouillage constituaient autant de relais d'observation. Si des nouvelles étaient parvenues à Avignon, elles ne furent pas consignées dans les registres publics. Ce mutisme peut s'expliquer par plusieurs hypothèses. La première est celle la plus simple. L'Église ne voulait pas admettre publiquement que, malgré l'arrestation massive ordonnée par le roi, une partie importante de l'ordre avait réussi à s'échapper avec ses biens. Reconnaître cette fuite aurait fragilisé l'image d'efficacité que la papauté cherchait à préserver. La deuxième hypothèse est plus subtile. Le pape ou certains de ses conseillers pouvaient avoir intérêt à savoir où se trouvaient en aller ces navires et ce qu'ils transportaient, tout en gardant l'information secrète pour en tirer parti plus tard. Des rumeurs circulèrent, à l'époque, selon lesquelles certains templiers auraient négocié directement avec des représentants de l'Église leur protection en échange d'une partie des trésors ou des archives. Aucune preuve formelle ne confirme ces tractations, mais elles expliqueraient pourquoi certains frères, accusés des mêmes crimes que leurs compagnons, furent traités avec une clémence surprenante. Le silence officiel de l'Église se doublait enfin d'un silence symbolique. Les sermons, les lettres pastorales, les bulles ne mentionnaient presque jamais la dimension maritime du temple. Les chevaliers étaient redécrits comme des combattants de la Terre Sainte, des protecteurs de pèlerins, mais rarement comme des navigateurs ou des marchands. Cette omission volontaire minimisait leur autonomie économique et leur capacité à se déplacer rapidement, deux aspects essentiels pour comprendre comment ils avaient pu échapper aux arrestations. Ce qui est certain, c'est que l'Église, en ménageant ses mots et en choisissant soigneusement ce qu'elle mettait par écrit, participa à effacer les traces de la flotte. Le vide documentaire qui entoure cet épisode n'est pas seulement dû aux ravages du temps ou aux pertes accidentelles, il résulte aussi d'une volonté consciente de contrôler le récit. En observant ce silence, l'Église protégeait son image, mais elle laissait aussi place aux spéculations. Plus les siècles passèrent, plus le mystère enfla, alimenté par l'absence de preuves. Dans cette zone d'ombre, l'histoire et la légende purent se mêler librement, jusqu'à ce qu'il devienne presque impossible de les distinguer. Et c'est peut-être là, dans cet entrelac de vérités tues et de rumeurs persistantes, que se cache la clé du destin final des navires templiers. Les siècles ont passé, mais sur certaines côtes et dans certaines vallées de l'Atlantique, des histoires circulent encore. Elles ne se trouvent pas dans les chroniques officielles, ni dans les parchemins soigneusement rangés dans les archives. Elles survivent dans les récits transmis au coin du feu, dans les chansons anciennes, dans les noms donnés à des rochers, à des criques, à des chemins. Ce sont des bribes, des éclats d'un passé qui refusent de disparaître complètement. Elles composent une mémoire souterraine, parfois altérée par le temps, mais toujours chargée d'un parfum d'inachevé. En Bretagne, dans certaines paroisses côtières, on raconte encore qu'une nuit d'automne, des voiles blanches frappées de croix pâtées apparurent au large, glissant sans bruit entre les îles. Les anciens affirment que ces navires ne ressemblaient pas aux barques des pêcheurs, ni aux lourds bâtiments marchands habituels. Ils étaient un plus haut, plus effilés, et semblaient se déplacer comme guidés par une main invisible. Dans certains villages, des familles prétendent descendre de marins étrangers arrivés cette nuit-là, restés à terre après avoir déserté ou perdu leur navire. Plus au sud, sur la côte galicienne, des légendes parlent de caisses mystérieuses enterrées dans les dunes ou dans les grottes marines.
des pêcheurs auraient été trouvés, des années malines plus tard, des pièces d'argent portant une croix étrange, différente de celles frappées Pordin par les rois locaux. Les érudits d'art moderne y voient parfois de simples importations issues du commerce d'Autun, mais pour les habitants, elles sont les vestiges tangibles du passage d'hommes venus de loin, porteurs d'un trésor qui ne devait jamais être découvert. Au Portugal, certaines traditions orales évoquent la venue discrète de navires étrangers dans des ports secondaires, loin de Lisbonne et de Porto. Dans les environs de Tomar, où l'ordre du Christ reprit une grande partie de l'héritage templier, on parle encore de convois arrivés de nuit, déchargeant rapidement des caisses et repartant avant l'aube. Des registres locaux, pourtant, restent muets sur ces arrivées, comme si elles avaient volontairement échappé à toute forme de consignation officielle. L'Irlande et l'Écosse possèdent elles aussi leurs récits. Dans certaines îles des Hébrides, des pierres sculptées présentent des croix pâtées aux proportions inhabituelles. Elles ne ressemblent pas tout à fait aux motifs celtiques traditionnels, ni aux croix latines apportées par les moines missionnaires. Des habitants affirment que ces pierres furent érigées en mémoire d'étrangers qui s'installèrent brièvement sur l'île, apportant avec eux des objets précieux et un savoir-faire maritime particulier. Ces mémoires locales ne se limitent pas aux côtes. À l'intérieur des terres, dans des villages reculés, des histoires mentionnent des convois de chariots traversant les forêts peu de temps après la date de la grande arrestation. Les attelages, disent dans les récits, étaient escortés par des hommes silencieux, vêtus de manteaux sombres qui évitaient surtout les routes principales. Ils voyageaient en de nuit, s'arrêtant dans des fermes isolées où ils payaient généreusement leur gîte, puis disparaissaient au matin. Ces trajets, s'ils ont existé, pourraient correspondre au transfert de biens débarqués discrètement sur des rivages amis vers des lieux plus sûrs à l'intérieur des terres. La toponymie conserve parfois des indices plus persistants que les récits. Le nom d'un cap, d'une île ou d'un champ peut garder la trace d'un événement oublié des chroniques. Sur certaines cartes anciennes, on retrouve des appellations comme Port du Temple, Anse des moines guerriers ou Baie des Croisés, sans qu'aucune bataille ni aucun monastère n'ait jamais été construit à proximité. Ces noms intriguent les historiens, car ils suggèrent qu'un souvenir collectif a été figé dans le langage, même si le sens précis s'est perdu. La mémoire enfouie peut aussi se dissimuler dans les œuvres d'art. Certaines enluminures tardives, réalisées dans des monastères éloignés, montrent des navires ornés de croix pâtées, naviguant sur des eaux agitées. Elles ne correspondent à aucun épisode biblique ni à une scène de croisade connue. On ignore si ces images sont le fruit de l'imagination des artistes ou si elles s'inspirent de récits entendus au fil des années. Dans les traditions maritimes, des chants de travail ou des complaintes parlent de vaisseaux venus de l'Est, fuyant le feu et la colère. Les paroles, transmises de génération en génération, ont souvent perdu leur contexte historique. Mais certaines expressions, certains détails techniques sur les navires ou leurs manœuvres laissent penser que ces chants pourraient dériver d'un souvenir réel. Il faut aussi mentionner la mémoire matérielle, plus rare mais plus frappante. Dans quelques musées locaux ou collections privées, on conserve des objets dont l'origine reste incertaine. Un pommeau d'épée gravé d'un symbole templier, une boucle de ceinture en bronze portant des lettres latines et arabes mêlées, ou encore des fragments de céramique retrouvés dans des zones côtières où aucun établissement médiéval important n'est connu. Ces objets ne suffisent pas à prouver un lien direct avec la flotte disparue, mais ils entretiennent l'idée qu'un passage furtif a laissé derrière lui quelques éclats tangibles. Cette mémoire enfouie ne se manifeste pas toujours sous forme de traces physiques ou de récits d'eau claire. Parfois, elle prend la forme d'un silence inhabituel dans les archives. Dans certaines régions, des périodes entières semblent absentes des registres officiels, comme si l'on avait effacé volontairement toute mention d'événements survenus à un moment précis. Les historiens savent que les documents médiévaux peuvent disparaître pour des raisons banales, incendies, inondations, négligences, mais lorsque ces absences coïncident avec des zones où l'on retrouve des échos de la légende templière, la coïncidence devient intrigante. La persistance de ces fragments de mémoire pose une question essentielle. Jusqu'où peut-on les considérer comme des indices fiables ? Les légendes évoluent, se déforment et les récits oraux tendent à mélanger plusieurs événements en une seule histoire. Pourtant, certains détails reviennent avec une régularité troublante. Les départs nocturnes, les cargaisons mystérieuses, les navires rapides et silencieux, l'accueil discret dans des ports secondaires. Ces motifs communs, répétés d'un rivage à l'autre, suggèrent qu'il s'appuie en un sur un noyau de vérité.
Ainsi, même si la mémoire officielle a choisi le silence, une mémoire parallèle a survécu, portée par ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas écrire. Elle ne livre pas de certitude, mais elle empêche que le souvenir de la flotte disparue soit totalement englouti. Comme des épaves invisibles reposant sous des mètres d'eau, ces récits restent enfouis, attendant peut-être qu'un jour, un courant favorable les ramène à la surface. Lorsque les derniers échos de l'arrestation des Templiers s'éteignirent, le royaume de France semblait apaisé. Les procès avançaient, les biens de l'ordre étaient saisis et l'Église préparait la dissolution officielle. Mais dans ce calme apparent, une ombre persistait, celle d'un départ nocturne dont nul ne pouvait dire avec certitude où il avait mené. La Rochelle, après cette nuit d'octobre 1307, garda un silence étrange, comme si le port lui-même avait été témoin d'un secret trop lourd pour être confié aux hommes. Les mois qui suivirent furent marqués par un effacement méthodique. Les quais où l'on avait vu les voiles blanches se hisser furent bientôt occupés par d'autres navires. Les capitaines et les marins qui avaient croisé la flotte templière disparurent eux aussi des registres. Certains moururent, d'autres changèrent de nom ou s'engagèrent sur de nouveaux bâtiments. Quelques rares témoins parlèrent à voix basse, mais leurs récits se perdirent vite dans un mélange de rumeurs et de contradictions. L'ombre de la flotte ne planait pas seulement sur La Rochelle. Dans plusieurs ports de l'Atlantique, on nota l'arrivée, au cours de l'hiver 307-308, de navires anonymes, parfois lourdement chargés, qui ne restaient qu'une nuit avant de repartir. Leurs équipages se montraient discrets, payaient d'aller contents et évitaient d'eux de donner des détails sur leur route. Ces apparitions isolées mais récurrentes intriguèrent dans les autorités locales moncharese, mais rien ne permettait de les relier formellement au temple. À Avignon, le pape recevait encore des rapports épars sur des Templiers en fuite. Certains venaient de Méditerranée, d'autres des îles britanniques. La plupart concernaient venteux des individus ou de petits groupes, mais quelques lettres évoquaient la possibilité qu'une partie de l'ordre ait réussi à conserver une organisation autonome. Ces mentions ne furent jamais suivies d'enquêtes officielles. Elles restèrent consignées dans des dossiers secondaires, là où elles ne risquaient pas de peser sur les décisions finales. L'ombre prit aussi la forme d'alliances invisibles. Des marchands, des seigneurs côtiers et même des ordres religieux mineurs semblent avoir offert un refuge discret aux fugitifs. Dans certains cas, ce soutien pouvait s'expliquer par l'amitié ou la gratitude pour des services rendus. Dans d'autres, il s'agissait sans doute de calculs économiques. Un coffre bien rempli, un lot d'armes ou de vivres, pouvait acheter un silence durable. Ces appuis isolés, disséminés sur une vaste étendue, permettaient à des fragments de la flotte ou à des groupes de Templiers de se fondre dans le tissu maritime et terrestre existant. Les rares traces tangibles de cette période tiennent souvent de l'énigme. Dans un monastère portugais, un registre mentionne l'arrivée, au début de 1308, de frères venus par la mer, porteurs d'un signe ancien. Le texte ne précise pas leur nombre ni la nature de ce signe. En Écosse, un récit tardif parle de navires étrangers qui auraient mouillé dans un loch isolé, déchargeant des coffres recouverts de toiles huilées avant de repartir. Les chroniqueurs locaux, peu soucieux des intrigues du continent, notèrent l'événement comme une curiosité, sans chercher à en comprendre la portée. Cette ombre persistait parce qu'elle n'était pas figée. Elle changeait de forme selon les lieux et les époques, se mêlant à d'autres histoires de naufragés, de corsaires ou de pèlerins. Dans certaines régions, elle se teintait de mystique. On racontait que les navires portaient non seulement un trésor matériel, mais aussi des reliques ou des secrets spirituels que l'Église elle-même n'osait pas approcher. Dans d'autres, elle devenait purement pragmatique. La flotte n'aurait été qu'un convoi de richesses déplacées pour financer un nouvel établissement loin des pressions royales et pontificales. Le caractère insaisissable de cette période tient en grande partie à la manière dont les protagonistes avaient anticipé le danger. Si les Templiers avaient réellement prévu leur fuite, ils avaient aussi pensé à brouiller les pistes. En variant les routes, en fragmentant la flotte, en changeant l'identité des navires, ils rendaient presque impossible la reconstitution du chemin suivi. Leurs connaissances maritimes, leur réseau de contacts et leur discipline interne constituaient des armes aussi efficaces que leurs épées. L'ombre se déplaça ensuite dans la mémoire collective. Des générations plus tard, les conteurs, les chroniqueurs et les voyageurs en firent un motif récurrent. Les navires disparus devinrent des messagers d'un passé idéalisé, porteurs de l'image d'un ordre injustement détruit, mais jamais totalement vaincu. Dans certains récits, ils voguaient encore, éternels, apparaissant seulement aux marins perdus ou aux rêveurs guettant l'horizon.
Dans d'autres, ils avaient atteint une terre lointaine où ils avaient fondé une cité cachée, préservant leur savoir et leur richesse. Pour les historiens, cette ombre reste une énigme méthodologique. Les documents fiables sont rares et chaque piste semble se dérober au moment où l'on croit la saisir. Les sources contemporaines sont trop lacunaires pour trancher, et les témoignages ultérieurs trop imprégnés de légendes pour servir de preuve définitive. Ce vide, paradoxalement, donne toute sa force au mystère. Il empêche qu'une version unique des faits s'impose, laissant place à un champ infini de spéculation. Ce que l'on peut affirmer, c'est que l'ombre de la flotte ne s'est jamais dissipée entièrement. Elle plane encore dans les récits locaux, dans les objets retrouvés hors contexte, dans les coïncidences troublantes entre port et tradition. Elle est devenue un territoire en soi, un espace entre l'histoire et la mémoire, entre ce qui est dit et ce qui est tu. Et peut-être est-ce là sa véritable victoire. Avoir échappé non seulement à ses poursuivants, mais aussi à l'emprise totale du récit historique. Car tant que l'ombre reste présente, elle entretient la possibilité que quelque part, une part du destin de la flotte templière demeure intacte à l'abri des regards, attendant le moment où elle choisira de réapparaître.